Bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'organiser dans le cadre d'ONEige le premier petit déjeuner sur l'IA au service des enseignants-chercheurs, bien entendu en partenariat avec nos organisations amies que sont la FNEige et IAE France. La promesse, c'est de présenter une série de petits déjeuners afin de vous donner des idées et de voir comment utiliser de façon très simple quelques fonctionnalités de l'intelligence artificielle générative et notamment de ChatGPT. À l'issue de cette demi-heure de présentation, vous ne serez pas expert, mais la promesse, c'est de vous donner une idée de ce qui peut être réalisé de façon simple en 30 minutes chrono. Donc, je ne serai pas plus long. Je donne tout de suite la parole à mes collègues, professeur Aurélie Dudésert, l'Institut Mines Télécom Business School et du professeur Jean Moscarola de l'université, professeur honoraire à l'université Savoie-Mont-Blanc, membre du Business Science Institute et bien entendu fondateur du Sphinx. Je les remercie sur cette première thématique, ChatGPT. On commence par la base, comment installer la version gratuite et puis commencer à rédiger son premier prompt et surtout ensuite derrière dialoguer avec l'outil. Voilà, 20-22 minutes de présentation, de 8 à 10 minutes de questions-réponses. À 9 heures, quoi qu'il arrive, nous arrêterons la présentation de cette fonctionnalité. Aurélie Jean, c'est à vous. Eh ben, merci beaucoup, Christophe. Bonjour à tous. Donc, on va essayer de vous réveiller en douceur pour ce petit déjeuner. Euh, Pardon, donc moi, je suis Aurélie. N'hésitez pas à poser vos questions, évidemment, dans la partie questions-réponses. On sera ravis d'y répondre. Alors, pour démarrer, alors évidemment, c'est là où la machine ne veut pas. OK. Donc voilà l'objectif du petit déjeuner. C'est Jean qui l'a défini. En fait, l'idée est assez simple. C'est que à la fin, vous devez vous dire, ah, c'est super, il faut que je crée un compte sur ChatGPT et que je passe du temps dessus. Parce qu'on va voir que c'est une technologie qui est extrêmement évolutive, hein, et donc on peut en faire beaucoup de choses pour notamment la pédagogie. Donc vraiment l'enjeu c'est de se l'approprier et de l'utiliser au maximum. Moi, le temps, on l'a divisé en trois périodes. D'abord, on va vous présenter comment créer un compte ChatGPT pour que vous compreniez comment on le fait. Vous allez voir, c'est assez simple. Et puis ensuite, on verra tout simplement comment demander à ChatGPT d'exécuter une tâche. C'est ce qu'on appelle le prompt dans le langage qui s'est développé autour des IA génératives. Et puis ensuite, on vous expliquera ben, comment vous y mettre de façon très pratique en fait, hein, au quotidien. Jean, évidemment, si tu veux rajouter des choses, tu m'interromps, hein. Alors, comment créer un compte? On va commencer par faire une démonstration. Pour créer un compte sur ChatGPT, vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Vous allez sur le site que j'ai affiché là, qui s'appelle chatopenai.com, et puis vous allez eh bien, faire créer un compte, donc ça s'appelle Sign Up. Donc je vais vous le montrer directement. Alors, il faut que je fasse un nouveau partage. Voilà. Donc ici, j'espère que vous voyez bien mon écran. Vous n'hésitez pas à m'indiquer si vous ne voyez pas. Ici, donc, je vais aller sur cet onglet. Donc, comme n'importe quel site web, aujourd'hui, on vous demande de vous créer un compte. Donc, vous allez vous cliquez ici. Donc là, j'ai créé spécifiquement une adresse email. Il vous faut juste une adresse email. Donc, j'ai créé une adresse email pour le test. Donc, test au neige @gmail.com. Ensuite, eh bien, vous faites continuer et là, il vous demande de créer un password. Donc, je crée un password que je ne vous donnerai pas puisque c'est un password super sécurisé. Voilà. Non, et voilà, et ça marche pas du tout puisque, évidemment, il faut 12 caractères. Voilà, normalement, c'est bon. Donc ça, c'est important, il faut 12 caractères.
Et ensuite, donc là, il va vérifier sur mon adresse. Donc, je vais ouvrir mon adresse Gmail. Donc, je vais me connecter. Alors, j'arrive à me connecter sur Gmail. Alors, le problème, c'est que je ne vois pas bien mon écran. Voilà, connexion. OK. Voilà. Et ensuite, mon... Là, vous voyez, je le fais vraiment en direct avec vous. Donc, tout ça, je passe. Et donc, là, il m'a envoyé un email de vérification et je fais vérifier. Et donc, après, il me demande bah, simplement de donner des informations sur qui je suis. Et la date de naissance, eh ben, on va mettre que c'est 5/12/1975. Voilà, comme ça. Et, et donc, j'ai accès à partir de là à l'interface. Alors, ce qui est intéressant, c'est que désormais, et ça c'est assez récent, hein, il explique ben, ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Il également il précise deux choses sur lesquelles on reviendra. C'est qu'il ne faut pas partager dans cette interface d'informations sensibles et qu'il faut effectivement vérifier les faits qui sont produits par l'interface parce que, on va le voir, mais ChatGPT s'appuie sur le web, hein, sur tout ce qui est sur le web et le web qui est répertorié là dans cette version-là jusqu'en 2022. Donc, du coup, il faut vérifier les faits qui sont avancés. Et ensuite, vous faites OK, let's go, et vous basculez sur l'interface, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Mais vous voyez que cette interface, elle est très simple. Ici, là vous avez des propositions, si vous voulez, pour voir des tests, pour voir ce que ça donne. Mais c'est bien dans cette barre-là en bas que vous allez écrire votre demande à l'outil. Voilà, mais ça, j'y reviens dans quelques minutes. Alors, maintenant, je reviens sur ce que je voulais vous partager. Je suis désolée, je ne suis pas très à l'aise avec Zoom. Donc, hop, voilà. Voilà. Euh, donc là, je vous ai montré comment est-ce qu'on crée le compte. Et puis maintenant, donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on demande à ChatGPT d'exécuter une tâche. Alors, les ChatGPT, c'est un robot, hein, c'est vraiment un automate. Donc, vous pouvez lui demander des tâches simples d'exécution. C'est vraiment, il faut le voir comme un automate. Donc, par exemple, traduire un texte, corriger des fautes d'orthographe, écrire un texte, donner une définition, interpréter des statistiques. Et ça, ce sont des tâches simples. Donc, je vais vous faire une démonstration pour vous montrer ce que ça peut faire. Alors, je reviens sur l'interface ChatGPT et donc je vais lui demander quelque chose de très simple. Je vais lui dire, écris-moi un texte sur l'innovation pédagogique. OK? Voilà. Alors, vous voyez, il génère rapidement une réponse. Donc, il faut qu'il finisse. Voilà. Je le laisse terminer. Donc, euh, il me génère une réponse dans laquelle il m'explique que c'est une bouillonnante fontaine de la transformation éducative, une force dynamique qui transcende les frontières traditionnelles de l'apprentissage, etc. Donc tout ça, c'est intéressant,
Mais alors déjà, vous voyez qu'il emploie un langage qui est, comment dire, un peu exubérant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas spécifié, si vous voulez, la façon dont je veux qu'il exprime le propos. Et moi, dans ma commande, ce que je veux en réalité, c'est qu'il m'aide à rédiger un très court texte pour expliquer à un journaliste ce qu'est l'innovation pédagogique dans le monde de l'université. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préciser la demande. Donc, je vais lui dire, je suis un enseignant-chercheur, ok, si j'arrive à écrire. Je suis un enseignant-chercheur français de niveau universitaire. D'accord? Je veux expliquer à un journaliste ce qu'est l'innovation pédagogique. Donc, je lui explique vraiment ce que je veux faire. Donc, le texte doit être court, parce que sinon, le journaliste, il lit pas. Donc, je lui dis, allez, tu me fais 150 mots. Et il doit montrer l'intérêt de l'innovation pédagogique pour la société française. De l'innovation pédagogique, je vais même préciser universitaire, universitaire pour la société française. Pourquoi est-ce que je précise tout ça? Parce que plus je préciserai, plus la réponse sera précise. Encore une fois, c'est un automate. Donc, vous voyez qu'il génère très rapidement. Et là, il me fait un texte beaucoup plus rassemblé et vous allez voir beaucoup plus sobre, en expliquant l'innovation pédagogique universitaire représente une évolution cruciale dans notre approche de l'enseignement. Elle transcende les méthodes traditionnelles, favorisant des environnements d'apprentissage interactifs et adaptatifs. En s'adaptant aux besoins changeants de la société, elle prépare les étudiants aux défis contemporains et stimule leur créativité. L'utilisation judicieuse des technologies et des approches collaboratives renforce l'engagement des étudiants et améliore leur compétitivité sur le marché du travail. En cultivant la pensée critique, elle façonne des individus aptes à contribuer significativement à la société française. Ainsi, l'innovation pédagogique universitaire n'est pas seulement un investissement dans l'éducation, mais également dans l'édification d'une société dynamique, compétente et résiliente. Alors, deux remarques sur ces textes. D'abord, ce sont des textes qui, globalement, ont un côté très enthousiaste, c'est-à-dire qu'ils ont un côté, ils vous donnent toujours, on les repère assez facilement parce qu'ils ont beaucoup de superlatifs. Mais là, vous voyez, comme j'ai quand même rassemblé la commande, les superlatifs ont été quand même diminués et l'outil s'adapte au public pour lequel vous avez demandé la commande. Je reviens sur ma présentation, simplement pour vous expliquer que, voilà, ce que j'ai fait, je ne sais pas si je vais y arriver, hein, problème de souris, moi. Hop, voilà. Je suis désolée, vous ne voyez pas très bien. La demande que je viens de faire, là, ça s'appelle un prompt. Donc, encore une fois, c'est une commande qui est faite à un automate. Plus cette commande est claire, plus la réponse sera pertinente. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Donc, ce qu'on vous conseille, vous avez plein de conseils hein, pour faire des prompts sur le web. Ce qu'on vous conseille vraiment, c'est d'abord de préciser le contexte. Vous dites votre identité ou le rôle que vous prenez. Là, c'est ce que j'ai fait en disant je suis un enseignant-chercheur français. Votre intention, je veux expliquer à un journaliste. Ensuite, vous indiquez la tâche à produire un texte, produire un tableau, etc. Et puis, vous apportez des précisions nécessaires pour augmenter encore la qualité de la production. Donc là, vous pouvez vraiment augmenter beaucoup. Vous pouvez dire le format, le style, la finalité. Donc là, sur un texte, par exemple, le texte doit être court, j'ai mis 150 mots. Le texte doit montrer l'intérêt pour la société française. Donc ça, c'est le principe de base du prompt, c'est-à-dire préciser le contexte, indiquer à l'automate la tâche à produire et apporter des précisions nécessaires. Tout ce que vous voulez, plus vous apporterez de précision, plus il y aura de qualité dans la production.
Donc, voilà ce qu'il faut retenir sur les choses de base. Maintenant, je vais passer la parole à Jean pour qu'il vous explique plus précisément comment vous y mettre. Donc, Jean, à toi. Et j'essaye de te mettre en diaporama. Vas-y, je t'en prie. Jean, tu nous entends? Parce que moi, je t'entends pas. Tout ton micro, Jean. Tu n'as pas allumé ton micro en bas à gauche. Voilà. Bon, passe à la diapo suivante. Ok. Donc, cette image montre que ce robot dont tu parlais, c'est un outil, et que cet outil est quelque chose d'un peu merveilleux parce que il produit des textes comme ça à la lancée et c'est quelque chose de vraiment étonnant. Mais cet outil ne peut fonctionner que parce qu'il y a un instrumentiste. Hein, donc, tout comme le piano a besoin d'un instrumentiste pour jouer sur le clavier. Et passe à la diapo suivante. Et ce qui est important, autant que le piano, l'instrumentiste est fondamental parce que c'est vraiment lui qui fait résonner la musique. Eh bien, il en est de même pour les IA, diapo suivante, qui sont qui ne sont que des outils qui exécutent très bien les tâches d'écriture et de mobilisation de connaissances encyclopédiques. C'est les deux seules choses qu'elles savent faire. Écrire mot après mot et écrire en utilisant des connaissances recherchées dans l'ensemble du web qui a permis d'entraîner le robot. Et ceci dans tous les domaines. C'est vraiment ce qui les rend impressionnantes. Cette capacité à mobiliser des connaissances pour produire dans un langage clair un texte qui fait sens. Mais, diapo suivante. Yes, si j'y arrive, hein, parce que là, je suis à moitié bloquée. Voilà, c'est bon. Cette impression d'être assis comme on serait assis dans le piano est un peu l'histoire, parce que on peut avoir l'impression d'entendre quelqu'un qui nous parle, un semblable. Ce qui n'est pas le cas du piano. Le piano n'est pas comme l'instrumentiste, il est radicalement différent. Or, on peut croire qu'on est avec un interlocuteur à qui on demande des choses et qui répond. Mais en fait, vous n'avez pas d'interlocuteur, car vous seul comprenez. L'IA ne comprend pas. Elle produit des textes d'une manière automatique. Et il se trouve, du fait de son apprentissage et des modèles de langage qu'on utilise, que ces textes font sens pour vous qui les lisez. Mais ils n'ont pas de sens pour lui. Donc, soit vous leur confiez des tâches stupides, comme corriger des textes, traduire, des choses qui qui ne nécessitent pas de réflexivité, ou alors vous apprenez à réfléchir avec elles. Et c'est ça qui est déterminant, car ces robots ne réfléchissent pas. Vous seul réfléchissez, et par conséquent, apprendre à utiliser une IA, c'est apprendre à réfléchir avec quelqu'un qui ne comprend rien, mais qui s'exprime d'une manière très claire et qui mobilise énormément de connaissances. Et donc, à vous, si vous voulez faire sonner ChatGPT comme on fait sonner un piano, à vous de vous exercer, de faire vos gammes, de vous engager dans un apprentissage qui va vous confronter à vous-même, à ce que vous comprenez de ce qui est lu et à ce que vous êtes capable de lancer comme question. Et pour ça, il faut avoir deux capacités. Il faut savoir poser des questions et fondamentalement, il faut savoir lire d'une manière raisonnable, critique, pour pouvoir continuer de poser des questions, non pas continuer le dialogue avec le robot, mais continuer le dialogue avec vous-même, avec la compréhension que vous construisez progressivement en échangeant. Alors, comment faire pour s'exercer ainsi? Alors, première chose,
il est indispensable de partir d'un vrai besoin. Il ne faut pas faire d'exercice gratuit. Parce que si vous faites un exercice gratuit, eh bien, il n'y a pas d'enjeu. Donc, la réflexion est biaisée. Alors, voici des exemples. Faire un plan de cours, rédiger l'introduction ou la conclusion d'un rapport, répondre à un email, faire un quiz, évaluer un devoir, résumer un texte pour en diffuser le contenu. Donc, dans tous ces cas-là, eh bien, il y a des idées, puis il y a aussi des objets, parce qu'il y a le mail, il y a le devoir qu'il faut évaluer. Donc, dans ces cas-là, dans le prompt, je vais pouvoir demander quelque chose, exprimer mes idées, mais aussi mettre du texte. Le texte de l'email, le texte du devoir, le texte du résumé que je veux demander de résumer. Donc, partir d'un vrai besoin. Deuxièmement, fondamental, il faut partir d'une première réflexion. Donc, il faut un premier travail en dehors du système. Commencez par noter les grandes parties de votre plan de cours, plutôt que dire je veux un plan de cours sûr. OK, je veux un plan de cours sûr avec quelques parties. L'email, donnez le sens de la réponse, le ton, la décision à prendre, le devoir, indiquez les critères d'évaluation qui sont les vôtres. Et puis, vous les soumettez. Le quiz, donnez le plan du cours ou le texte du cours et indiquez ce qu'on veut tester. Un texte à diffuser, indiquez les points importants que vous voulez mettre en valeur. Donc, réfléchissez toujours avant de vous approcher de l'instrument. La réponse que vous obtiendrez sera à hauteur de cette réflexion initiale. Troisièmement, et ça, c'est difficile, il faut lire la réponse. Ces réponses sont pas très longues, mais elles nécessitent une réelle attention. Et vous allez voir que moins vous avez réfléchi, moins vous êtes précis, plus ces réponses vont vous sembler banales et bateaux. Et elles vont vite être ennuyeuses. Elles risquent de vous décourager. Donc, vous ne pourrez lire qu'à proportion de la réflexion initiale que vous avez été capable de démarrer avant de partir. Si bien que le bon dialogue n'est jamais un prompt one-shot. Ce qu'on appelle le prompt one-shot, c'est on pose une question, on a le résultat et on publie le résultat. Ça ne marche pas, d'une part, et d'autre part, c'est dangereux. Donc, le contenu des prompts, eh bien, le dialogue va évoluer. On va demander des éclaircissements ou définitions. On va demander des relations entre les idées qui sont présentées. Rechercher des références ou des exemples. On peut peut-être avoir une idée de digression. Demander des synthèses. Donc, lire et réagir. C'est ça qui est fondamental. Et au bout du compte, vous allez vous retrouver avec 5-6 pages de texte qui va être un matériel que vous ne pourrez pas publier tel quel, parce que c'est trop long, mais qui vont nourrir votre réflexion. Le robot n'a rien compris à tout ça. Alors, bien sûr, à la fin, vous pouvez lui demander, fais-moi une synthèse, et puis vous communiquerez la synthèse. Mais ce qui est important, c'est les échanges qui tracent le cheminement de notre réflexion en réaction à ce que le robot renvoie depuis la numérisphère. Même si la langue est correcte, ce que le beau robot écrit peut être dénué de sens, invraisemblable ou inacceptable. C'est à nous de rejeter, de trier, d'organiser, de reformuler ou écrire autre chose. Bref, de nous approprier une connaissance qui se construit avec l'outil. C'est pas une bonne idée d'utiliser le robot comme substitut à la tâche d'écriture. Vous allez forcément avoir des déconvenus si vous faites ça. C'est un instrument qui vous permet de réfléchir. Et il faut céder à la facilité, à la paresse ou à l'abus qui peuvent conduire à copier purement et simplement. Enfin, il faut toujours mentionner l'usage et citer ce que le robot écrit. Donc, c'est ça, cet apprentissage, et c'est quelque chose d'assez long qui va être riche, qui va vous aider dans la mesure où vous choisissez exactement bien les domaines que vous utilisez. Donc, donc à vous de jouer maintenant. Créez votre compte et commencez à dialoguer. Faites-en plusieurs, variez les cas. C'est très pratique, c'est passionnant. Vous saurez de quoi vous parlez. Et ça, c'est très important. Vous saurez ce que c'est.
Les autres s'y mettent, et pourquoi pas vous? Et puis, vous contribuez à l'évolution de nos métiers. Enfin, vous apprendrez à repérer très vite ce qui vient interrompre. Parce que si vous êtes familier de ça, vous allez repérer ce type de communication. Et ça va vous permettre de réagir. Alors, ces réactions, elles peuvent être heureuses, elles peuvent être impressionnantes, elles peuvent être un peu folles, mais en tout cas, c'est intéressant de s'y lancer. Merci beaucoup Jean, merci beaucoup Aurélie. Le contrat est respecté parce que vous avez vraiment présenté de façon très synthétique. Il y a tout un tas de pistes très intéressantes, hein. Alors, quelques questions que je saisis dans le chat. La première, c'est plutôt Aurélie. Pourquoi créer un compte puisqu'on peut le faire sans, ça fonctionne sans? Est-ce que c'est obligatoire de créer un compte? Alors, moi, je pense, enfin, a priori, ça, on est obligé de créer un compte, hein. On ne peut pas l'utiliser sans créer un compte. Ok. Même chose de réponse, j'allais dire brève. Si on frappe deux fois un même prompt, est-ce qu'on peut avoir des réponses différentes? Et apparemment, j'ai des témoignages de quelqu'un qui a tapé deux fois le même prompt à deux intervalles de temps différents et a eu des réponses différentes. Comment ça fonctionne, ça? Oui, alors ça, c'est assez fréquent. Alors, d'une part, quand vous êtes dans le même dialogue, si vous tapez deux fois le même prompt, en fait, il prend en compte l'antériorité de la réponse qui vous a faite. Donc, si vous tapez deux fois le même prompt, bah, il se dit que, enfin, il essaye d'affiner, en fait, de mieux savoir ce que vous voulez. En gros, enfin, il réfléchit pas, hein, mais en gros, il se dit la commande, il y a autre chose, quoi. Et puis, l'autre chose, c'est que parfois, il trouve d'autres sources d'informations quand vous l'interrogez à 2 jours d'intervalle. Il trouve d'autres sources d'informations, ou alors, surtout, il rédige autrement. Voilà, mais enfin, c'est sur cette version-là, 3.5, il n'y a pas beaucoup de. En général, c'est très proche les réponses, hein. C'est constitutif des robots. Mm. Les modèles de langage, on les a appelés des perroquets statistiques, c'est-à-dire qu'ils font une réponse en créant une séquence de mots, et le mot qui suit le précédent est en partie déterminé au hasard. Mm. Il est déterminé en fonction des mots qui existent dans la numérosphère habituellement connectés à ce mot-là, plus un effet de probabilité. Donc le fait qu'il écrive des choses différentes selon les moments est la signature même de ces robots. C'est ainsi qu'ils sont fabriqués. Mais vous-même, si l'on vous pose deux fois la même question, est-ce que vous répondez toujours la même chose? Ah oui, ok. Une autre question, il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il existe d'autres outils de ce même type et est-ce qu'il y en a qui respecteraient la confidentialité de nos données? Non, ça n'existe pas aujourd'hui. Alors, alors, il existe à d'autres outils, hein, il existe Bard, etc. Il y a d'autres outils qui existent qui sont du même genre. Mais là, vous avez aujourd'hui, on n'a pas d'outil qui respecte la confidentialité des données. Alors, ChatGPT est en train de réfléchir à une offre entreprise et commence à la déployer dans certaines entreprises où là, il peut y avoir des accords de confidentialité qui sont signés, mais aujourd'hui, sur les versions qu'on utilise couramment, non, il y a pas ça. Par contre, c'est vrai qu'avec Jean et Florence, nous, on a développé les moyens de contourner ce problème de la sensibilité des données et on pourra faire un exposé si vous Événement, voulez à d'accord. l'occasion. Ok. Voilà. Avant-dernière question, brève réponse. Quel impact environnemental? Élevé, très élevé. L'utilisation ça demande beaucoup de puissance de calcul. Donc aujourd'hui, on estime que la consommation en CO2 de l'utilisation de ces systèmes est élevée. Il faut le savoir, mais il n'empêche que ce sont des outils aussi qui permettent de faire tellement de choses que après les effets de bord, on ne sait pas dans quelle mesure ça va pas compenser d'autres choses. Voilà. Ok. Et dernière question en 1 minute, je pense qu'on va avoir une grande envolée de gens. Est-ce qu'il existe une manière de savoir si un texte provient de ChatGPT? Je pense que le sous-entendu, c'est notamment dans un travail d'étudiant. En une Aucun. minute, Jean, pour Alors, conclure ce webinaire. moi, je donne mon avis. Après, je laisse Jean parler. En Oui. fait, plus on l'utilise, plus on le repère, hein. Enfin, moi, je repère immédiatement désormais, hein. Ben, je donne la même réponse. Utilisez ChatGPT et vous saurez le repérer. Merci beaucoup. On va clore cette partie présentation de l'IA et de ChatGPT, comment installer. Il y a plein de félicitations, là, de petites mains qui se lèvent. Aurélie et Jean, merci beaucoup de cette présentation très claire. Avec On va plaisir. pouvoir arrêter l'enregistrement de cette partie technique.